Voilà. Alors je parlerai pour ma part donc des événements de mars 1968 et de l'utilisation par les autorités communistes de l'antisémitisme comme moyen de contrôle social. Alors pour aller plus vite, effectivement, je lirai, mais j'essaierai de lire pas trop vite et de respecter le temps imparti. En tout cas, encore une fois, je vous remercie d'être aussi nombreux en ce samedi matin. 1968, Pologne, mars 1968. L'heure n'est pas à l'euphorie. Le pays est là, est totalement désemparé face aux difficultés économiques qui s'amoncellent, au chômage qui menace, aux luttes fractionnelles qui s'intensifient. D'un côté, tout ne semble pas perdu. L'espoir surgit dans la Tchécoslovaquie voisine. Ses dirigeants n'entendent-ils pas construire un socialisme à visage humain? Beaucoup de Polonais veulent y croire. Dès lors, de vives discussions commencent dans tout le pays. Ceux qui croient au changement réfutent les arguments de ceux qui n'y croient pas. Hélas, il n'y aura pas de printemps polonais, en tout cas pas en 68. L'interdiction de la plus célèbre pièce de théâtre du répertoire polonais, Les Aïeux d'Adam Mickiewicz, va mettre le feu aux poudres, enclencher une crise aux conséquences incalculables. Tout commence par, on a parlé beaucoup des étudiants, tout commence par une manifestation étudiante. Le 8 mars 1968, ils sont environ 200 à manifester leur colère autour de la statue d'Adam Mickiewicz située près du Théâtre national. La police, qui surveille attentivement les opérations à faible distance du cortège, s'inquiète de la qualité ethnique de certains manifestants plus que d'autres. Le nom d'Adam Michnik revient à plusieurs reprises. À certains étudiants arrêtés puis relâchés dans la nuit, les policiers demanderont « Pourquoi vous laissez-vous manœuvrer par les youpins ?» Le ton de la campagne est donné, tout le reste ne sera plus que commentaire. Outre de provoquer la colère des étudiants et des plus importants intellectuels polonais, de Kolakowski à Sonimski, les manifestations vont permettre à la direction du Parti communiste polonais de réprimer tout espoir de réforme en accusant les sionistes d'en être les instigateurs. L'heure est à la stigmatisation des Juifs. Rien ne sera laissé au hasard. Des poèmes et tracts antisémites se mettent subitement à circuler au sein même de l'université. L'un de ces tracts se réfère à la 5e colonne sioniste. Un autre avance, je cite, que Mickiewicz est aux mains des youpins, des Michnik et des Schleifer, qui n'ont de cesse de le dénigrer. Je cite encore, jeunesse polonaise, prend les Juifs par les rouflaquettes et jette-les à la mer. La réplique des étudiants contestataires est immédiate. Leur tract ne laisse aucun doute sur le rejet de l'antisémitisme par les étudiants. Et je cite, « L'antisémitisme est inhumain, c'est le pouvoir qu'il veut. Certains organes ont voulu compromettre et déshonorer notre jeunesse en distribuant dans les locaux de l'université et même en les envoyant à des adresses privées des tracts d'un contenu antisémite odieux. Celui-ci ne trouvera pas facilement des partisans. Il n'est pas facile de convertir les gens au fascisme, qu'ils soient à la polonaise ou qu'ils soient en général. Et en général, bien sûr, on fait référence au général Moczar, qui était ministre de l'Intérieur. Si quelqu'un veut être juif en Pologne, laissons-lui le droit d'être juif et ne lui imposons pas de chercher un pays où il sera mieux que chez nous. Si quelqu'un considère ou se considère comme un Polonais, laissons-lui le droit d'être polonais, son nom de famille n'a absolument aucune importance. Évidemment, ce tract n'aura aucun effet. Rien ne sera arrêté, une campagne préparée de longue date par les services de sécurité du général Moczar. Quelques jours plus tard, 2 étudiants, Adam Michnik et Hendrik Schleifer, seront privés provisoirement de leurs droits universitaires. On leur reproche tout simplement d'être à l'origine et d'être les chefs de file de l'agitation étudiante. La machine infernale est enclenchée. Sous peu, des centaines d'étudiants et d'intellectuels seront arrêtés. Certains torturés et condamnés à des peines de prison. Adam Michnik, Hendrik Schleifer ou encore Karol Modzelewski. Sous peu, l'élite de l'université polonaise, telle Kolakowski, sera privée de chair. L'épuration frappera toutes les organisations du parti et s'étendra finalement à la plupart des contestataires. Bref, la colère des étudiants et des intellectuels a constitué le prétexte idéal au gouvernement Gomulka pour canaliser les sentiments anti-gouvernementaux sur les derniers juifs de Pologne. Cette campagne antisémite, soutenue par le parti et le gouvernement, entraînera en effet, et ça il faut le souligner, le départ des 25 000 derniers juifs de Pologne, à peu près 3/4 de ce que comptait encore la judaïcité polonaise.
Rappelons que la Pologne avait constitué quelques 30 ans plus tôt la plus grande part du judaïsme mondial avec quelques 3 300 000 âmes. Comment l'expliquer? Tout simplement par une vaste machination. Dès le 11 mars 1968, les autorités ont en effet avisé que la Pologne était tout simplement victime d'une vaste conspiration. Derrière la protestation des étudiants contre le retrait des aïeux, donc la pièce d'Adam Mickiewicz, derrière le congrès des écrivains et les manifestations des 8 et 9 mars, se cacherait tout simplement la main des sionistes. Les sionistes auraient d'abord lancé des slogans démocratiques pour gagner la confiance de la population, puis ils auraient provoqué des affrontements de rue pour ensuite mieux frapper la direction du parti. Ces révélations, c'est Slovo Powszechnie, le quotidien de Pax, une organisation catholique inféodée au Parti communiste qui les fournit. Comment a-t-il pu identifier les sionistes? Il suffit, dit le journal, de connaître les noms des meneurs étudiants. Schleifer, Zambrowski, Werfel, Blumstein, Rubinstein, Michnik, Grudzinski, Topolski, Mojelecki, pour comprendre que les comploteurs étaient tous d'origine juive. Leurs parents, ajoute le journal, portent la responsabilité réelle des erreurs et des inégalités de la période stalinienne. Ces juifs haut placés dans les instances du parti, je cite, ont tenté de freiner le sursaut patriotique et socialiste de la société polonaise. Devant l'échec de leur tentative, ils ont ensuite rejoint ouvertement les positions du nationalisme juif. Ils se sont mis directement ou indirectement au service de la politique anti-polonaise de la République fédérale allemande, une fois conclue l'alliance entre Bonn et Tel Aviv. Du coup, ils ont accepté de blanchir les dirigeants de l'Allemagne actuelle de leur passé hitlérien, de défigurer la lutte clandestine du peuple polonais contre l'occupant nazi et de rendre la nation polonaise responsable du meurtre de 6 millions de juifs dans les camps de concentration. Fin de la citation. L'article du quotidien de Pax tombait à point. Ces arguments seront évidemment repris par la plupart des dignitaires et des journaux du parti dès le lendemain, le 12 mars. L'accusation est même peaufinée. Derrière toutes les manifestations d'étudiants, on retrouve désormais un mystérieux groupe clandestin, les commandos. Ces supposés commandos étaient affiliés au mouvement sioniste mondial. Leurs membres étaient des Israéliens camouflés. Ils fréquentaient assidûment le club juif Babel. Ils portaient ostensiblement l'étoile de David et chantaient sur l'air de la Mazurska de Dombrowski « Nous marcherons sur le Sinaï et Gaza, nous serons juifs, montrons-nous, Moshe Dayan, comment nous vaincrons ». Le fil est gros, mais finalement opératoire. Derrière les commandos, on visait des individus aussi opposés que Roman Zambrowski, membre du bureau politique de 1948 à 1963, d'illustres professeurs d'université, comme le sociologue Zygmunt Bauman, des écrivains tels Stefan Kisielewski et Antoni Sloninski. Toutes ces personnalités étaient pêle-mêle accusées d'avoir voulu restaurer, avec l'aide de ces commandos, le capitalisme, bref, de faire le jeu d'Israël, des États-Unis et de l'Allemagne fédérale. L'idée était de lier les soi-disant sionistes aux principales figures de l'intelligentsia libérale ou révisionniste. L'idée était évidemment d'élargir l'éventail des comploteurs aux non-juifs. De là, les accusations lancées contre les intellectuels et les écrivains catholiques. Les apparatchiks qui vivaient avant tout dans la crainte de perdre leur poste et leur parcelle de pouvoir, peut-être le conformisme, nous a parlé Karol Modzelewski, dans la crainte de perdre leur poste et leur parcelle de pouvoir, ne pouvaient qu'accueillir avec soulagement des thèses qui identifiaient leurs adversaires directs, les intellectuels contestataires aux juifs, aux enjuivés, ou tout simplement à ceux qui avaient épousé une juive. S'ensuivit un climat de haine, à proprement parler, hallucinant. Toutes les conditions sont ainsi requises pour procéder à une vaste épuration à l'échelle nationale. Comme le souligne Christian Gelen, tout lecteur attentif donc des médias polonais ne pouvait en effet que tirer 3 conclusions des événements en cours. Premièrement, tout juif est un sioniste ou un allié des opposants au régime. Deuxièmement, tout juif est par essence déloyal. Hier stalinien, il était désormais passé du côté des sionistes, des refanjards allemands ou des impérialistes américains. Troisièmement, tout juif élevait ses enfants dans un esprit contraire aux valeurs socialistes et aux valeurs de la nation polonaise et était donc responsable de leurs opinions. Question. Comment en est-on arrivé là ? Comment quelques centaines d'étudiants juifs et non sionistes
Aurait-il pu manipuler les quelques 240 000 étudiants que comptaient alors les universités et les grandes écoles polonaises? Évidemment, les accusations lancées n'avaient absolument aucun fondement. À l'université comme à l'école polytechnique, les étudiants avaient scandé « Vive Dubček »,« Vive la Tchécoslovaquie » et non, comme le prétendait la presse aux ordres, « Vive Zambrowski » ou encore « Vive Israël ». Même question, comment quelques 30 000 juifs, et c'est tout ce qui restait de la flamboyante judaïcité polonaise, auraient-ils pu manipuler le Parti communiste et au-delà plus de 30 millions de Polonais? Poser la question, évidemment, revient à y répondre. Les événements de 68 illustrent à merveille ce que l'historien Paul Ledwaj a qualifié, à juste titre, d'antisémitisme sans juifs, un phénomène qu'on connaît en Europe, par exemple, à l'époque de l'Angleterre élisabéthaine, où vous voyez des auteurs tels Shakespeare décrire des juifs à une époque où les juifs n'existaient plus en Angleterre. En l'occurrence, dans le cas qui nous occupe ici, les communistes d'origine juive offraient toutes les caractéristiques du bouc émissaire idéal. Pourquoi? Effectivement, tout simplement parce que depuis le bas Moyen-Âge, les Juifs sont désignés comme les responsables des malheurs du monde ou des crises d'ici-bas. La population n'étant pas satisfaite de son sort, et on le sait pourquoi, la solution miracle pour raccommoder le système était d'attribuer la responsabilité des perversions de l'époque stalinienne aux Juifs. La présence de quelques Juifs aux plus hauts échelons, écrit justement le même historien Paul Ledwaj, semblait donner raison au vieux cliché selon lequel tous les Juifs sont communistes et tous les communistes sont Juifs. Est-ce à dire que les Juifs étaient responsables des dérives staliniennes? On en a un peu parlé hier. Loin s'en faut, même s'il est vrai que les Juifs étaient surreprésentés ou avaient été surreprésentés dans les instances du parti polonais, et ce, pour la simple raison que dans le contexte de l'antisémitisme polonais de l'entre-deux-guerres, le communisme était apparu comme l'une des rares possibilités à l'intégration au sein de la nation polonaise. Comment oublier que la majorité de la classe politique polonaise d'avant-guerre estimait que seule l'immigration apporterait une solution à la question juive. Il avait été même question de relocaliser les Juifs polonais à Madagascar. Comme l'écrit l'historien Paul Zawadzki, je le cite, « Ne bénéficiant en pratique ni de la plénitude des droits, ni de la protection physique de l'État, loin de devenir, suivant l'expression de Pierre Birnbaum, l'historien français, des fous d'une république polonaise introuvable, nombre d'entre eux se tournèrent vers des stratégies de sortie, d'abord le sionisme, ou de protestation, on songe au socialisme, devenant parfois des fous du communisme. L'adhésion des Juifs au communisme n'était pas moins marginale, et ça c'est très important de souligner. Comme le précise toujours ce même historien Paul Zawadzki, le plus fort taux de Juifs au sein du Parti communiste polonais ne dépassa jamais les 26%, soit environ, et ça c'est très important à souligner, 5 000 personnes. Donc 5 000 personnes sur une population juive estimée à plus de 3 millions d'individus. L'immense majorité des Juifs étaient acommunistes, sinon carrément hostiles aux communistes. De récents travaux historiques soulignent qu'en dépit des apparences, les sympathies pour le communisme étaient minimes parmi les Juifs qui préféraient, tant que cela restait possible, les partis nationaux, on pourrait dire principalement sionistes. L'engagement minoritaire de cette poignée de Juifs n'en constitua pas moins la base empirique du mythe absurde du judéo-communisme, comme l'a souligné d'ailleurs hier, à mon avis, Jean-Yves Potel. C'est sur base de ce mythe du judéo-communisme que joua le pouvoir communiste polonais. L'idée est de présenter tout simplement les Juifs comme les responsables des échecs antérieurs et postérieurs à 1956. Le procédé était d'autant plus tentant que le pouvoir n'était pas sans ignorer les sentiments antisémites latents de larges couches de la société polonaise. Travaillés depuis des siècles par des représentations négatives, on songe notamment à ces accusations de crimes rituels, nombre de Polonais ne demandaient qu'à y croire. Agents de Satan dans l'imaginaire de l'Occident médiéval, ayant pour but la ruine de la chrétienté, les Juifs étaient perçus depuis les années 20 comme les agents ici de la modernité, là de la soviétisation en vue de ruiner la polynité. Pourquoi Motchar et ses acolytes ont-ils utilisé le langage antisioniste et antisémite de résumer au Monde, le quotidien Monde, Adam Michnik, je cite Adam Michnik, d'abord pour des considérations nationalistes, chauvinistes, tout en s'alignant sur Moscou contre Israël. Ensuite, c'était le moyen de diviser les cadres du régime, traditionnellement beaucoup d'apparatchiks,
avaient des origines juives, pas seulement dans l'appareil du parti, mais dans les hôpitaux ou à l'université. Ensuite, parce qu'ils appuyaient sur la tradition forte en Pologne du mouvement nationaliste Endecja, dont le langage était l'antisémitisme. En utilisant ce langage, le pouvoir communiste a cherché à s'enraciner dans une certaine tradition polonaise. Fin de la citation. Est-ce par hasard si l'un des promoteurs du complot, Bolesław Piasecki, avait un passé fasciste? Le patron de Słowo Powszechne, à l'origine de la rumeur antisémite, avait été avant-guerre l'un des dirigeants de la Phalange, un mouvement d'inspiration mussolinien, dont le slogan était des plus explicites. Je cite « Frappe le juif, abat le communisme, vive le fascisme ». Ces hommes avaient fomenté des attentats contre des dirigeants d'organisations progressistes, des professeurs et leurs assistants, des étudiants et bien sûr des juifs. Piasecki bénéficiait alors, de manière assez curieuse, mais compréhensible, de la protection du NKVD soviétique qu'il avait placé à la tête de Pax, une officine catholique dont la mission était d'amener une partie des catholiques à collaborer avec le régime communiste contre l'Église indépendante. Derrière Piasecki se tenait surtout Moczar, ministre de l'Intérieur, car c'est au ministère de l'Intérieur qu'il faut chercher la clé du complot. L'homme était violemment antisémite. À des étudiants qui lui posèrent un jour la question de ses origines ukrainiennes, il leur répondit que lui, je le cite, du moins ne s'appelait pas Applebaum. L'homme qui professait des idées chauvines, au discret accent antisoviétique, s'était distingué dans la polonisation des territoires arrachés à la Prusse, comme je l'avais expliqué l'année dernière. Moczar, qui avait extirpé l'allemand en 1946, se faisait fort en 1968 d'extirper le juif, car c'est bien effectivement le juif qui est visé par Piasecki et Moczar. Certains journaux d'ailleurs ne s'y trompaient pas. Ils abandonnèrent vite, certains d'entre eux, le vocable sioniste, tout simplement pour préférer le vocable juif. Je cite, « Quand on voit un membre juif du Parti communiste, il faut savoir que c'est un espion d'Israël. Il faut toujours rechercher les espions parmi les plus importantes personnes du parti qui sont d'origine juive. » Nous sommes en 1969. Donc, les attaques se déchaînent à cette époque contre les juifs cosmopolites. Un article leur impute, notamment de manière assez surréaliste, la perte de la Silésie en 1918. Et je cite, « En 1918, lit-on, ce sont les sionistes qui ont persuadé Wilson et Lloyd George de ne pas rendre la Silésie à la Pologne. » Le noyautage sioniste ne semblait épargner aucun secteur, pas plus la politique que la médecine ou l'université. Je cite, « Depuis longtemps, les sionistes appréciaient l'importance de la médecine et des sciences qui leur permettaient de surveiller la santé et la vie des goïs. » Fin de la citation. Je cite encore la Société des athées et des libres penseurs qui dénonça en septembre 1968 l'entrisme des sionistes dans l'université polonaise. Je cite, « Profitant des privilèges qu'ils étaient eux-mêmes octroyés, les sionistes exploitaient les institutions qu'ils dirigeaient, les transformant souvent en écoles de débauche et de corruption, en repères de la diversion politique dirigée contre l'Union soviétique et la Pologne, en centre d'espionnage et de démoralisation de notre jeunesse étudiante, avec une perfidie particulière, ils minaient l'institution de la famille et, de plus, ils osaient propager ouvertement la débauche, le culte de l'argent et la fausse culture sioniste importée, disant qu'elle représentait la culture occidentale. Fin de la citation. Israël, à croire la presse, une certaine presse polonaise, enfin c'était la presse officielle, ne serait ni plus ni moins l'héritier des nazis. Comme en témoigne cet article du quotidien du parti de Łódź. Je cite, « Madame Meir Honor, répondez, je vous prie, à mon tour et à mon dernier souci. Est-ce vrai ce que l'on raconte de votre commandant en chef, Moshe Dayan, qui n'est pas du tout Dayan, mais Otto Skorzeny, l'expert en viol et en assassinat de la SS et l'oncle Adolphe? Est-ce vrai que cet Otto Skorzeny se cache sous le nom de Dayan et dissimule l'un de ses petits yeux sous un bandeau? Par ailleurs, Madame Meir, j'ai entendu dire qu'en échange d'une somme convenable dans votre placard, vous cachiez Martin Bormann, l'adjoint d'Hitler. Est-ce vrai? » C'est quotidien quand même du parti de Łódź, 12 mai 1968. De telles accusations ne sont pas sans conséquences, et rions un peu. Dans son livre consacré précisément à la purge, Christian Gelen cite des témoignages qui sont absolument surréalistes. Tel cet employé de Łódź, exclu du parti et licencié de son travail parce que son chien, élevé de façon sioniste,
aurait intentionnellement mordu un enfant polonais. Alors, conclusion. On ne peut réduire, bien sûr, les événements de mars 1968 aux persécutions subies par quelques milliers de Polonais d'origine juive ou d'intellectuels contestataires. On ne peut pas limiter leur portée en se retranchant derrière le paravent du vieil antisémitisme polonais qui, longtemps refoulé, aurait brutalement ressurgi, et ce quand bien même il est évident, comme le note si justement Paul Zawadzki, que sur le plan culturel des significations politiques, l'épisode 68 s'inscrit bien, je le cite, dans une certaine continuité de l'histoire de l'antisémitisme polonais. On ne peut pas non plus attribuer toutes les origines de la crise à des personnes, au ministre de l'Intérieur, aux visées diaboliques, au premier secrétaire du parti aux abois. Les événements de mars 1968 mettent en évidence certains mécanismes du système politique tel qu'il fonctionnait en Pologne et dans les autres démocraties dites populaires. L'un d'eux, c'est que le socialisme, dans sa version soviétique, ne peut pas vivre sans inventer périodiquement des ennemis mortels. C'est ce dont témoignent les purges antisémites, bien sûr staliniennes, et évidemment, pour quitter un peu la Pologne, le procès Slansky, organisé par le pouvoir communiste tchèque quelques 15 ans plus tôt. En 1951, on s'en souviendra tous, alors que la crise yougoslave apparaissait à Staline comme la principale menace contre le monolithisme de son empire, les communistes tchèques choisirent de détourner l'opinion publique aussi contre les juifs. L'antisioniste Rabik, qui était Slansky, alors secrétaire général du PCT, se retrouva accusé d'être un agent américano-sioniste travaillant tout à la fois au service du gouvernement israélien et de la clique fasciste de Tito. Le procureur Urvalek proclama dans son réquisitoire, je le cite, « Les agents sionistes du centre de conspirateurs de Slansky ont servi par leurs activités criminelles les efforts des impérialistes américains pour dominer le monde et déclencher une nouvelle guerre. Leur cosmopolitisme et leur nationalisme bourgeois sont en réalité les deux faces d'une même pièce de monnaie battue à Wall Street. » Comme le souligne Jacques Rupnik, l'antisémitisme fut bien le trait particulier du plus grand procès qui ébranla toute l'Europe centrale. L'étiquette sioniste appliquée aux accusés voulait tout simplement dire juifs. On se souviendra que sur les 14 accusés, 11 étaient, on pourrait dire, d'origine juive. 30 ans plus tard, Arthur London, l'un d'entre eux, l'un des rares survivants du procès, l'expliquait ainsi, et je le cite, « Les Juifs jouèrent, et ce n'est pas la première fois, leur rôle de bouc émissaire. Le procès était destiné à détourner le mécontentement populaire. C'était comme si le parti disait aux gens « c'est la faute aux impérialistes et à leurs agents tito-sionistes » qui se sont emparés temporairement de la direction du parti. Ils essayèrent d'éveiller un sentiment antisémite populaire qui était fort en Russie et en Pologne, mais qui avait presque disparu totalement dans les pays tchèques. On voit bien que l'arme du complot juif a toujours fait merveille. Aussi, n'est-ce pas par hasard que les représentants de l'opposition de la seconde moitié des années 70, en particulier le comité de défense des ouvriers, le fameux corps, furent tout à la fois fréquemment stigmatisés par la milice comme juifs ou manipulés par les sionistes. Aussi, n'est-ce pas par hasard, s'il ne manque pas de vrais Polonais, prompts à dénoncer les juifs derrière Solidarité, Gebert ou encore Geremek, il y eut jusqu'à Lech Wałęsa, aujourd'hui injustement accusé, et qui accusa plus d'une fois certains de ses adversaires d'être des crypto-juifs au service de Moscou à se voir dénoncés comme juifs. Comme le souligne Kersten, au fond, l'antisémitisme ne considère pas tant le juif comme l'ennemi, mais l'antisémite considère plutôt l'ennemi comme un juif, et c'est très différent. Reste que si l'antisémitisme stigmatise un juif au fond l'imaginaire, c'est bien le juif réel qui paye l'addition, si je peux me permettre de manière aussi triviale. Les événements de 1968 obligèrent en effet les 3/4 des derniers juifs polonais d'origine juive à prendre le chemin de l'exil. Bref, et c'est ma conclusion véritable, bref, si ce furent les nazis qui mirent fin au judaïsme polonais, comment le nier, c'est paradoxalement le régime communiste qui réalisa le vieux rêve du nationalisme catholique endessien, à savoir une véritable et définitive déjudaïsation de la Pologne. Merci.